L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, Bruno Leroux avec Gilles Leclerc, on est ravis de vous recevoir ce matin parce que la situation politique n'est pas simple. Vous avez d'un côté une grande partie des parlementaires qui demandent un grand coup de barre à gauche. C'est-à-dire, on a appris ce matin que le président de la République pourrait aller à Florence. Je me permets, Guillaume Durand, vous savez, mon groupe comprend 293 députés. On va y venir. Combien de députés avez-vous entendu demander un coup de barre à gauche? On va y venir. Non, parce que vous dites une grande partie des députés. Voilà. Nous sommes 293 au groupe socialiste. Vous en avez entendu un demander cela. Je vais terminer la question. Et la deuxième partie qui est compliquée aussi, c'est ce matin donc un entretien de François Fillon dans les Échos qui demande carrément au président de la République de changer tout le gouvernement, de changer de politique et de changer de Premier ministre. Alors, on a l'impression qu'il y a une sorte de double tenaille et c'est maintenant à vous de répondre évidemment à cette question. Qu'en pensez-vous? Mais j'en pense d'abord que sur la politique que nous menons, elle peut bien entendu être discutée. Mais il y en a une autre, celle qui est proposée justement par M. Fillon. Celle qui avait été menée par M. Fillon. Celle qui a conduit la France dans l'état où nous l'avons trouvée il y a maintenant 10 mois. 12 mois après le premier tour de l'élection présidentielle, maintenant jour pour jour quasiment. Cette politique, elle existe. Elle va vers plus de difficultés pour les Français, ce que l'on a connu. Et donc la question n'est pas d'avoir un coup de barre à gauche ou pas, la question c'est de respecter nos engagements, de mettre les Français au cœur de notre politique. Et là, il y a une dimension dont je comprends que les Français aient aujourd'hui du mal parce qu'ils vivent la crise au quotidien et que les mesures que nous prenons sont des mesures d'application qui sont d'application à court et moyen terme parce que les horizons que nous avons donnés leur paraissent trop longs. Même la fin de l'année. Mais là, pourquoi Fillon écrit-il noir sur blanc dans les Échos? Ça va très mal se terminer. Le président est trop faible. Parce que cet écho-là, vous vivez à l'Assemblée tous les jours, avec évidemment vos parlementaires, enfin qui ne sont pas les vôtres, mais ceux qui sont de votre sensibilité, et de l'autre côté, vous entendez dans les milieux économiques... Bien entendu, j'entends. Mais nous menons, en même temps, j'entends véritablement, parce que je compare à chaque fois les courbes de popularité que l'on m'assène à longueur de semaine, et le sentiment que je rencontre sur le français, sur le terrain dans la rencontre avec les Français. Et je ne ressens pas ce rejet que j'ai ressenti au moment où il y avait M. Juppé, Premier ministre. Je ne ressens pas ce rejet au moment d'un certain nombre de projets qui étaient ceux de M. Fillon ou ceux de M. Raffarin auparavant. Et donc, il y a chez les Français un doute aujourd'hui. Et c'est à nous, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité réunir aussi les députés hier, pour faire en sorte que nous puissions être en rang serré sur le terrain, leur dire que cette politique de redressement, elle va produire ses fruits, que c'est eux qui seront au cœur demain des résultats qu'elle va produire. Et la droite aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'attiser les tensions, de faire en sorte de provoquer la crise, devrait bien être avisée de prendre sa part à l'effort de redressement que nous faisons. Alors, Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Bruno Leroux, donc le patron des socialistes et députés socialistes à l'Assemblée. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Cet après-midi, vote solennel sur le mariage pour tous. Pour vous, vous dites ouf, c'est la fin d'un épisode. Si on a un peu de recul, est-ce que vous estimez que peut-être vous avez un peu sous-estimé l'état de l'opinion, que sur le plan de la méthode, vous n'êtes pas très bien pris? Est-ce que vous faites une petite autocritique de la gestion de ce dossier ou pas? L'opinion n'a pas changé, ou plutôt si. Elle a légèrement évolué en faveur du mariage pour tous entre le début... Vous n'aviez pas imaginé qu'il y aurait quand même des dizaines de milliers de personnes dans la rue? Mais bien entendu, il y a cette radicalisation d'une France que l'on connaît, qui refuse toujours ces avancées, qui avait refusé il y a 15 ans le Pacs, qui ne l'a jamais remis en cause. Mais pour répondre précisément à votre question, l'opinion entre le mois de novembre dernier et aujourd'hui, elle a évolué plutôt favorablement. Sur le mariage, c'est vrai que c'est beaucoup plus mitigé sur la question de l'adoption. Mais l'adoption est aujourd'hui possible pour les personnes qui vivent seules. Et donc cela nous semble cohérent d'aller vers ce double droit, le droit au mariage et le droit à l'adoption. Et j'ai conscience que cet après-midi, nous allons inscrire une grande loi d'égalité pour la République. Et je suis fier qu'il y ait eu un débat long. Et en même temps, personne ne pourra nous reprocher d'avoir fait voter cette loi en catimini. Il y a eu un large débat, il y a eu des mobilisations. Et il y a on a eu l'impression d'un clivage très fort quand même dans la société française. Est-ce que ça, vous ne l'avez pas sous-estimé? Non, parce que sur ces questions de société, il y a toujours un clivage très fort. Et que ce clivage qui vous apparaît très fort aujourd'hui n'a pas évolué sur le fond, il a évolué dans la méthode. Et cette méthode a évolué notamment parce qu'un certain nombre de républicains de droite, qui peuvent avoir bien entendu un avis contraire à celui que nous portons sur ce projet, sont passés de l'autre côté de la barrière, ont été du côté de la légitimité, de la légitimation de la violence. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière de la part d'un certain nombre de députés de l'opposition, mais ce qui s'est passé dans la rue, j'ai quand même dans les yeux les images de ce vice-président de l'Assemblée nationale qui va frapper un CRS,
qui lui envoie voler son calot. Mais que dirait-on dimanche dernier, pas d'incident quand même dans les Dimanche dernier, pas d'incident. Mais il serait bon que la droite, cet après-midi, fasse son opposition telle qu'elle le souhaite. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire, mais en même temps dise clairement qu'elle se démarque de ceux qui aujourd'hui menacent, de ceux qui aujourd'hui envoient des lettres, de ceux qui aujourd'hui agressent des couples homosexuels. Encore à Nice, il y a quelques heures, il faut marquer un coup d'arrêt à cela. Mais justement, sur ce plan-là, comme il s'agit de gouverner un pays dans un état de crise, est-ce que c'est simple et là, je vais prendre, non pas François Fillon, mais l'exemple d'un édito d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est simple de gérer un pays quand vous avez une partie de l'opinion de droite qui est en train de faire, d'une manière un peu permanente, une sorte de mai 68 de droite, quoi. Barthelone reçoit des lettres avec de la... Enfin, c'est pas un climat normal. Non, mais il y a des déséquilibres. Et ces déséquilibrés sont quelquefois encouragés par des propos qui peuvent leur laisser à penser mais que c'est ce le qu'ils font est texte sans qui a risque. motivé ça. Mais même si ce texte est justifié, il était dans votre programme. Mais bien entendu, il était dans notre programme. Donc ça ne va pas le désamorcer. Nous ne sommes pas le premier pays et on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui, on ne peut pas en tout cas nous demander, et on nous reprocherait demain de céder à une frange que l'on connaît aujourd'hui dans notre pays. Cette frange qui se bat toujours contre toutes les avancées de société et qui demain se battra à nouveau quand nous serons avec sur la progression du nouveau droit. D'après vous, avec une UMP qui n'a pas trouvé sa ligne sur ce texte, qui aurait pu être dans une opposition telle qu'elle l'avait fait sur le Pacs, même s'il y avait eu quelques propos qui avaient été des propos malencontreux, mais il y avait une position qui avait été une position républicaine. Là, elle s'est laissée avoir par ce que j'appelle la frange Tea Party, qui a pris le dessus. Et d'ailleurs, cela s'est vu. Les députés UMP, si nous avons pu adopter assez rapidement le texte, c'est parce qu'ils n'étaient pas présents. C'est parce qu'ils avaient été abandonnés par une grande partie de leurs collègues, qui sont contre, je pense, mais qui désapprouvaient la façon dont s'est fait l'opposition. Et moi, je pense que l'on peut être contre ce texte et en même temps désapprouver la façon dont se passe aujourd'hui une partie de l'opposition et de la radicalisation que cela entraîne dans la société. Bruno Le Maire, sur le... Bruno Leroux. Pardon, Bruno Le Maire, c'était hier. Le temps pour revenir sur le séminaire d'hier, si je vous dis franchement, est-ce qu'il y a toujours un malaise entre l'exécutif et les députés? Vous me dites non, la page est tournée, tout va bien. Mais il y a, dans quelle grosse association, grosse entreprise, je disais tout à l'heure 293 députés, ne serait-il pas normal que nous puissions régulièrement nous voir pour discuter? Nous sommes un an, et nous étions hier un an jour pour jour. C'est pas tous les jours que le président de l'Assemblée nationale dise qu'il n'est pas d'accord avec un texte important à venir qui vient du gouvernement quand même. Mais je parle de la transparence. Il n'a pas dit qu'il était en désaccord avec ce texte. Il a dit qu'il était en désaccord avec ce que moi j'ai qualifié de publication sauvage des patrimoines et ce que lui qualifiait de voyeurisme. C'est pas tout à fait la même musique. Oui, mais il me semble que même le président de la République a dit que sur cette question du voyeurisme, il y avait nécessité à regarder, à discuter. Et donc nous allons avoir un texte, et je vous rassure, ce texte sera soutenu par la totalité des députés. C'est un texte qui sera 49.3. Oui. 49.3, c'est pas une méthode de management d'une majorité. Je le dis ici. Quand on veut discuter avec une majorité, quand on veut l'amener, on discute, on amende, on prépare. C'est d'ailleurs un des objets du séminaire d'hier. Mieux préparer en amont la loi, avoir une meilleure visibilité sur ce que nous appelons l'agenda politique. Et cela, ça a été hier validé par le Premier ministre qui a tenu à assister à tous les débats de l'après-midi et toutes les expressions des députés. Qu'est-ce qui manque tout de même pour que ça se passe mieux entre l'exécutif et sa majorité? Et ce qu'il manque, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui dans notre action. Ce qu'il manque, c'est que c'est une question de méthode. Mais non, c'est que nous puissions avoir les premiers résultats. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui persévérer. Et c'est pour ça qu'il faut être solide. Parce que si nous bougions aujourd'hui, si nous changions, si nous reculions par rapport à ce que nous faisons, mais c'est même ces premiers résultats qui seraient en cause. Et donc oui, je vous le dis, nous sommes comme dans toute société, quand nous menons une action, nous aimons voir le résultat de cette action, surtout que cette action, nous la faisons pour les Français. Et ce que nous voulons voir, c'est très vite des Français qui retrouvent l'espoir, qui retrouvent l'espérance, qui retrouvent le sourire dans nos contacts. En attendant, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans vos rangs, et ce serait légitime, un vrai débat sur la rigueur? Par exemple, hier, Louis Gallois déclarait lui-même que trop d'austérité conduit dans le mur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à se faire entendre dans vos rangs? Et c'est ce que je dirais cet après-midi. Nous débattons cet après-midi du programme de stabilité. Et je dirais qu'un certain nombre de politiques européennes aujourd'hui posent problème, car elles n'ont pas d'effet simplement dans leur pays, elles ont des effets sur toute l'Europe. Mais en même temps, je dirais que ce qu'est l'austérité dans différents pays, moins 25% de lits d'hôpital, moins 11% sur le salaire minimum. Donc il faut corriger la politique Hollande un peu? Mais ce n'est pas la France dont je vous parle là. Nous n'avons pas, donnez-moi une seule mesure qui ressemble à l'austérité telle qu'elle est dans les autres pays. On va dire à la rigueur.
Mais nous sommes dans une politique de sérieux, de désendettement, parce que le désendettement et la baisse des déficits publics, c'est ce qui permet de nous mettre à la table des discussions et d'être solides. La France, on rigolait auparavant, tout le monde disait mais c'est l'Allemagne qui mène l'Europe. Mais c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy s'asseyait à la table des discussions européennes, il était le président de la trajectoire qui était la trajectoire d'augmentation des déficits publics. Il était le président de l'endettement. Il était le président de la hausse continue sans qu'il y ait aucun dispositif de la courbe du chômage. Et donc, comment pouvait-il être crédible? Aujourd'hui, nous avons retrouvé de la crédibilité quand nous nous asseyons à la table de l'Europe. Dernière question, Bruno Le Roux, après évidemment cet enthousiasme. C'est pas parce que vous allez continuer à critiquer Nicolas Sarkozy, ce qui est parfaitement votre droit, que vous allez obtenir des résultats. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une critique de droite, on parlait de François Fillon tout à l'heure, et ce matin dans Libération, une critique archi-violente de Thomas Piketty, qui est donc un économiste de gauche, très proche du Parti socialiste, qui considère que effectivement sur le plan économique, en gros, et notamment sur le plan de la fiscalité, c'est tout et n'importe quoi, et que vous n'aurez jamais de résultats. Car vous dites, attendons les résultats. Mais il y a de plus en plus de gens à gauche qui disent, il n'y en aura pas. Je ne suis pas dans la critique, je rappelle le point dont nous sommes partis, mais ce dont je parle depuis maintenant plusieurs minutes, c'est de la politique que nous mettons en œuvre en matière de réduction des déficits, de désendettement du pays, en matière de lutte contre le chômage. Et vous le verrez qu'il y aura, à la fin de l'année et en début d'année prochaine, des résultats. Quant à la réforme fiscale, c'était un des sujets du séminaire d'hier. Je peux vous dire que les députés socialistes pensent dans leur immense majorité qu'elle n'est pas terminée. Qu'il faut continuer, à la différence de ce que nous avait dit M. Cahuzac il y a quelques mois sur la réforme fiscale, elle est faite, eh bien nous pensons qu'elle n'est pas encore totalement achevée. Nous l'avons dit hier au Premier ministre, il y a encore du travail. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que nous pensons qu'il y a aujourd'hui un impôt qui reste injuste, qui préserve les classes les plus aisées de notre pays, qui touche encore beaucoup les classes moyennes. Et donc nous sommes dans le programme de François Hollande, il y avait fusion par exemple qui était prévue. Nous pensons qu'il y a nécessité à continuer à réfléchir à la réforme fiscale globale. Pour arriver à la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Et en tout cas, c'était une proposition et nous souhaitons qu'elle continue à être étudiée. Merci beaucoup Bruno Le Roux d'être venu ce matin en direct donc sur l'antenne de Public Sénat et de Radio Classique. Dans un instant, Béatrice Mouedine pour avoir le rappel précis des titres de l'actualité et surtout les dernières informations sur ce qui se passe à Tripoli à l'ambassade de France. Merci.